Rabat, le 25 mai 2021, la migration était et sera toujours un sujet majeur dans la société marocaine. Un sujet qui touche à plusieurs aspects, politiques, social, culturel et économique. Aujourd'hui, le journal Al-Umr a fait le choix d'interviewer M. Mohamed Khachani. C'est le président du Comité national du réseau des chercheurs et acteurs intervenants sur la question migratoire en Afrique du Nord, et aussi président de l'Association marocaine d'études et de recherche sur les migrations, pour nous rapprocher de l'aspect économique de ces thématiques. Notre première interrogation est comment évaluez-vous les sources économiques qui sont liées à la migration? Vous savez que l'une des sources vitales en termes financiers, en termes de devises du Maroc, c'est les transferts des Marocains résidant à l'étranger. C'est une aubaine parce que maintenant ça tourne autour de 70 milliards de dirhams, mais ça c'est les transferts qui transitent par les circuits formels. Évidemment, il y a il y a des transferts qui transitent par des circuits informels. Eh bien, malheureusement, on n'a pas d'estimation fiable sur ces transferts informels, mais si on peut faire une estimation approximative et sous réserve, on peut estimer le montant de tous les transferts à 100 milliards de dirhams. Vous vous rendez compte, 100 milliards de dirhams, c'est à peu près 9% du PIB marocain, autour de ça. Donc ça peut aller, c'est-à-dire plus que le secteur touristique. Et c'est une source d'autant plus vitale qu'il est en devise, c'est-à-dire que c'est des devises qui rentrent au Maroc. Et Dieu sait que nous avons une balance commerciale qui a un déficit structurel et qui a besoin effectivement de devises pour payer nos achats à l'étranger. Maintenant, comment faire perdurer cette ressource? Je crois que la politique d'émigration, pas la politique d'immigration, la politique d'immigration est consciente. Je crois que le gouvernement marocain est conscient de l'enjeu. Et c'est la raison pour laquelle parmi les axes de sa politique, il y a le renforcement des liens culturels avec le pays d'origine. Et ça, vous avez par exemple une institution comme la Fondation Hassan II qui travaille dans ce sens. C'est-à-dire, quand on maintient les liens culturels, on maintient ses relations avec le pays et donc on maintient ses transferts vers le Maroc. Et ça, c'est très important pour le Maroc. Et le gouvernement marocain, dans sa politique, doit œuvrer pour faire perdurer ces transferts et maintenir ses relations avec le pays. Avec le pays, parce que le Marocain a une caractéristique qui est, je ne dirais pas exceptionnelle, ça peut exister dans d'autres pays, mais vous quittez le Maroc, mais le Maroc ne vous quitte pas. Donc ce qui fait que, de ce point de vue, c'est vrai que maintenant, si on réfléchit d'une manière objective, on peut dire nous sommes la 4e génération maintenant, on peut dire qu'avec les générations à venir, on aura des problèmes. Parce que la 4e génération, bientôt la 5e ou la 6e, n'ont pas le même attachement avec leur pays d'origine que la première et la 2e, voire même la 3e. Alors, que faire? C'est-à-dire, ces jeunes n'ont pas de liens familiaux qui nécessitent l'envoi de transferts, l'envoi de l'argent. Mais ils peuvent investir. Et c'est là où la politique gouvernementale doit intervenir. C'est-à-dire que ces gens-là, au lieu de maintenir leur épargne dans les pays d'accueil, peuvent être incités à investir dans le pays d'origine. Et ça, c'est très important. D'autant plus que ces générations montantes, c'est des générations qui sont généralement instruites. C'est-à-dire, le Maroc, et là, c'est important, comme j'ai dit tout à l'heure, même la 2e et la 3e et la 4e génération se considèrent comme des Marocains. Parce qu'un Marocain ne perd pas sa nationalité. Et donc, ils maintiennent cet attachement vers leur pays d'origine. Et c'est ainsi que le Maroc, et ça c'est une chance pour le pays, dispose d'un potentiel en termes de finances, pas uniquement en termes de finances, parce que, en termes de savoir-faire aussi. Parce que là, nous avons maintenant, vous avez suivi à travers cette pandémie malheureuse de Covid, comment émergent ici et là des compétences marocaines qui ont été sollicitées pour trouver des vaccins, pour trouver un remède au Covid. Et ça dénote un peu que les compétences marocaines à l'étranger sont importantes pour le pays.
On estime, ça c'est un chiffre qu'il faut retenir, que dans les pays de l'OCDE, nous avons à peu près 243 000 diplômés universitaires. Vous vous rendez compte? 243 000 diplômés universitaires. C'est une richesse extraordinaire pour le pays. Donc, ce qu'il faut faire, c'est justement inciter ces compétences en termes de savoir-faire et de finances, parce que nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui opèrent justement dans tous les pays de l'OCDE. Il faut les inciter à venir investir au Maroc, à venir participer au développement de leur pays. Ils sont disposés à le faire. Quel est le problème? Le problème, c'est l'environnement ici. C'est l'environnement ici qui n'est pas toujours sain. C'est la raison pour laquelle je pense que moi, dans le cours du master, j'ai déjà dit que tout entrepreneur, avant d'investir dans un lieu, il évalue au préalable l'environnement dans lequel il sera appelé à opérer. Si cet environnement est sain, il va foncer. Mais si cet environnement est malsain, il va être réticent. Alors ce qu'il faut, c'est faire en sorte que cet environnement soit sain et lutter contre la corruption, la bureaucratie, les lenteurs administratives et tout ça, parce que c'est des gens qui ont l'habitude de travailler dans un cadre démocratique. Quand un Marocain résidant à l'étranger va dans une administration publique, il est servi sur le champ, en temps réel, il est servi. Ici, il y a des efforts qui ont été faits. Attention, parce que là, moi, je me rappelle que pour avoir un acte de naissance, il fallait attendre 3 jours. Maintenant, en temps réel, vous avez... Maintenant, avec la suppression, les dernières mesures qui ont été prises par le ministère de la réforme administrative, c'est un bond qualitatif en avant qui est très intéressant. Mais il faut aller plus loin, parce que ces gens-là n'attendent que servir leur pays. Mais il faut que leur pays soit à l'écoute et justement leur créer l'environnement adéquat pour leur permettre d'investir dans leur pays. Comment le Maroc peut encourager ces fonds migratoires afin de maintenir les revenus des Marocains du monde? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire créer l'environnement adéquat pour inciter ces gens-là à envoyer de l'argent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les nouvelles générations, ils seront plus tentés d'investir que d'envoyer de l'argent. Parce que pratiquement, il y en a qui n'ont plus de famille ou qui ont des familles lointaines. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas... Alors, comment encourager les transferts? C'est-à-dire, je crois que là, l'État peut justement favoriser ces transferts en leur accordant des avantages en termes de ristourne, en termes de... Il y a par exemple... le Mexique, moi je me réfère toujours à l'exemple mexicain. L'exemple mexicain, il a imposé à Western Union ce qu'ils appellent au moins cuatro con uno, c'est-à-dire 4 fois 1. C'est-à-dire que là, le migrant, quand il veut investir $1 au Mexique, le gouvernement local il investit $1, le gouvernement local lui donne $1, le gouvernement fédéral lui donne $1, et Western Union, qui a toujours profité justement de ces transferts, et le gouvernement mexicain l'a obligé à donner $1. C'est-à-dire on se retrouve au lieu d'$, avec $4. Je donne un exemple. Western Union ici, il gagne un argent un argent fou, je ne dirais pas un argent fou, mais il gagne beaucoup d'argent au Maroc. Pourquoi pas faire référence à cette bonne pratique mexicaine et dire à Western Union, vous profitez des Marocains résidant à l'étranger, essayez de faire un effort justement pour participer aux investissements qu'ils réalisent au Maroc. Les banques ne font pratiquement rien pour encourager les transferts. C'est vrai que de par leur implantation dans les pays d'accueil, c'est déjà un point positif pour inciter les Marocains à faire des transferts via, justement, mais ce n'est pas suffisant. Parce que les banques marocaines gagnent énormément d'argent avec les Marocains résidant à l'étranger. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'ils donnent? Très peu de choses. La Banque populaire, une petite colonie de vacances, etc. Mais non. Et ce qu'il faut souligner, c'est que la proportion la plus importante de ces transferts sont déposés en compte courant, c'est-à-dire ils ne perçoivent aucune rémunération pour ces dépôts. Mais faites un effort.
S'il y a 27 milliards, si je me rappelle bien, de dépôts, dont l'écrasante majorité, c'est des dépôts en termes courants, mais on est 1%, 2%. C'est-à-dire supposer que vous rémunérez ces dépôts pour faire un geste à l'égard de ces gens-là qui vous permettent de réaliser des bénéfices extraordinaires. Eh bien, rien n'est fait. Moi, j'ai interpellé une fois un responsable, le vice-président de la Banque populaire. Pour lui, il y a des problèmes d'impayés concernant les projets qui sont réalisés par les Marocains résidents. Non. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire un effort parce que les banques marocaines profitent énormément justement de l'immigration. La contrepartie est minime. Voilà. Donc les banques doivent faire un effort, le gouvernement doit créer les conditions idoines pour ces transferts. Il faut, pourquoi je dis le gouvernement doit créer les conditions idoines pour ces transferts? Parce qu'il y a des transferts qui sont informels et qui ne paraissent pas dans la balance des paiements, c'est-à-dire qui gagneraient à être intégrés dans les circuits formels si le gouvernement propose des avantages pour ces transferts formels. S'il ne propose pas des avantages, ils vont continuer à échapper justement à la comptabilité de la Banque du Maghreb. Comment la société peut gérer le manque des fonds et l'impact de la crise sanitaire aujourd'hui? Il n'y a pas de manque. Les Marocains, c'est des citoyens exceptionnels. Mais les transferts ont augmenté durant la crise. Ils ont augmenté de 20% entre mars de l'année dernière et mars de cette année. Ils ont augmenté de 20%, si je me rappelle bien. Vous vous rendez compte? Ça me rappelle un peu le septembre 2001, si je me rappelle bien. Mais les transferts, avec cette crise qui était mondiale, justement, et cette destruction de ces deux immeubles qui sont le symbole de l'Amérique, les transferts ont augmenté. Parce que les Marocains, c'est au moment de la crise qu'ils pensent à leur pays. Ils ont pensé, pendant le Covid, ils ont pensé à leur pays et les transferts ont augmenté. C'est important. C'est pour ça que je vous dis que ce potentiel, c'est une mine d'or, c'est une richesse pour le Maroc. Mais le problème, il se situe ici, au niveau de la politique gouvernementale. La crise migratoire à l'enclave de Ceuta peut engendrer des conséquences économiques entre le Maroc et l'Espagne. C'est un sujet qui me tient à cœur, donc ce qui fait que je vais prendre le temps pour en parler. Parce que moi, je me rappelle une fois, j'étais dans une université espagnole, à Pamplona, et puis il y avait un chercheur espagnol, un professeur, qui parlait des immigrés marocains à Ceuta et à Melilla. Je lui ai dit non, écoute, c'est vous qui êtes immigrés à Ceuta et à Melilla, ce n'est pas les Marocains. Les Marocains sont chez eux. Et pourquoi ils ne sont pas chez eux? Parce qu'il y a des erreurs qui ont été commises par ceux qui ont négocié leur indépendance. Moi, je dis toujours que ceux qui ont négocié l'indépendance du Maroc ont manqué à leur devoir. C'est à la limite une trahison. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que cette indépendance? Sans le Sahara, sans Tarfaya, sans Ifni, sans Ceuta, sans Bédis, sans Nekor, sans Melilla et sans les îles Zafarines. Ce n'est pas une indépendance. Je me demande comment c'est. C'est vrai qu'une bonne partie de ces gens-là n'avaient pas cette fibre patriotique pour essayer de défendre la cause marocaine, mais le problème, il est là. C'est-à-dire ceux qui ont négocié l'indépendance du Maroc, ils ont failli à leur devoir de citoyens marocains. Et ils nous ont donné une indépendance tronquée. En fait, qui n'est pas une indépendance. Parce que même les pays africains, les pays subsahariens, parce que nous sommes africains, ça il ne faut pas l'oublier, même les subsahariens, ils ont eu leur indépendance totale. Nous avons eu notre indépendance en 1956, on aurait dû attendre 2 ans, 3 ans, et on aurait dû avoir une indépendance totale, c'est-à-dire avec le Sahara, avec Ceuta, avec Melilla. Mais les gens étaient précipités d'avoir une indépendance qui n'est pas en fait une indépendance. Si les Espagnols reviennent au traité de 1859, c'est faux, parce que c'est un traité qui a été signé sous la contrainte. Et en droit international, un traité qui a été signé sous la contrainte n'a pas valeur de loi. Donc maintenant, ce qui se passe à Ceuta, c'est une réaction. C'est vrai que par certains aspects, on peut la comprendre, mais par d'autres, non. Parce que c'est vrai que ouvrir les vannes pour des Marocains pour aller là-bas, pour être maltraités par des soldats espagnols, ça c'est des choses qui font mal au cœur. Et surtout quand il s'agit de laisser passer des mineurs. Mais à part ça, moi je pense que
le coup de fouet, on peut appeler ça, la secousse qui a été faite par le gouvernement marocain, il doit avoir ses effets, parce que le partenariat ne peut pas être à sens unique. Je crois que M. Bourita, dans son interview à LCI Europe, a bien expliqué les choses. Je crois que globalement, il a pu défendre la cause marocaine de la manière la plus crédible. C'est-à-dire que nous, c'est comme ce que j'ai dit concernant Ceuta et Melilla, c'est-à-dire que les Espagnols défendent l'hispanité du Gibraltar en utilisant exactement les mêmes arguments que nous utilisons pour défendre la marocanité de Ceuta et Melilla. Mais vérité au-delà du détroit, erreur au-delà, vérité en deçà du détroit, erreur au-delà, c'est-à-dire ce que disait Pascal à propos des Pyrénées, il a dit vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. C'est exactement ce qu'on fait. Ça, c'est du mépris pour le peuple marocain. C'est-à-dire que pour vous, ce qui est valable pour vous n'est pas valable pour les Marocains. Ceuta est un héritage des croisades. C'est le serment, c'est une décision d'Isabelle la catholique, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus inquisitoire comme reine dans l'histoire de l'Espagne. Donc, si vous voulez appliquer le bon voisinage, il ne faut pas qu'il soit dans un seul sens. Le bon voisinage, c'est vos intérêts, d'accord? On a toujours fermé les... il a bien dit, c'est-à-dire que l'essentiel de la protection de Ceuta est assuré par les autorités marocaines. Combien il y a de soldats ou de forces de l'ordre espagnoles à Ceuta? Il est insignifiant par rapport à la mobilisation de 20 000 Bourita a bien dit le chiffre, 20 000 soldats, moukhazini, gendarmes, etc. marocains. Eh bien, nous sommes en train de travailler pour vous et vous nous poignardez comme ça. Vous savez qu'il y a des martyrs qui sont morts au Sahara. Et ce monsieur-là est poursuivi pour des crimes contre l'humanité. Et vous vous permettez, en complicité avec les militaires algériens, justement d'accueillir, de soigner, etc. Et ne pas dire que ce monsieur-là, voilà, il y a un voisin qui est très sensible à cette question, donc pour cela, il faut choisir. Donc voilà, moi je pense que l'Espagne, cette crise va permettre un peu de secouer le cocotier, parce que souvent on nous considérait comme le gendarme. C'est vrai que de tout temps on a considéré comme le gendarme ou comme le gendarme de l'Europe. Donc pour cela, moi je pense que il faut que ce soit remis en question, dans la mesure où je crois qu'on est un pays souverain, et s'il y a un partenariat avec un pays européen, on doit être traité d'égal à égal. Et comme l'a dit le ministre, nous n'avons pas de problème avec l'Union européenne, parce que qu'est-ce qu'il a fait l'Espagne? Il a essayé un peu d'impliquer l'Union européenne dans cette crise. En fait, nous n'avons pas de problème avec l'Union européenne, nous avons un problème avec l'Espagne. Et cela, il faut qu'il soit traité au niveau bilatéral. Que nous avons des accords de partenariat. Le partenariat suppose défendre les intérêts des uns et des autres, c'est-à-dire le bon voisinage. Ça ne suppose pas uniquement un bon voisinage à sens unique. Le bon voisinage, on est à deux pour justement appliquer ce bon voisinage, et l'Espagne a failli à son devoir. Il y a deux voisins qui a toujours demandé au Maroc d'être à son écoute, de défendre justement ses frontières. Et là, je crois que nous ne considérons pas comme des frontières. Ceuta, nous n'avons jamais considéré Ceuta comme une frontière. C'est une ville qui est colonisée et qui reste pour les générations futures une ville colonisée, au même titre que Melilla, au même titre que Badis, au même titre que le Cor, au même titre que les îles Zafarides. Je risque de vous surprendre, c'est l'Espagne qui doit avoir peur des risques économiques de Ceuta, parce qu'elle a à peu près une centaine, je ne sais pas, 800 entreprises qui opèrent ici au Maroc, et donc elle a tout intérêt à apaiser son attitude à l'égard du Maroc. Et moi, je pense que l'Espagne est devenue le premier partenaire commercial du Maroc et elle a tout à gagner avec le Maroc. Donc, elle a intérêt à justement adopter une autre attitude que celle qu'elle a adoptée jusqu'à présent. Et d'ailleurs, la diplomatie marocaine est intransigeante sur cette question. Il ne faut pas que ce monsieur sorte de l'Espagne de la même manière qu'il est rentré en Espagne, parce qu'il est poursuivi pour crimes contre l'humanité. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد،
ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.